et c'est une opinion d'avoir des questions en tout cas qu'on peut se poser par rapport à ces vaccins. Merci beaucoup Amaury, on se retrouve tout de suite pour la suite du Carrefour de l'info. Et dans votre carrefour de l'information, on démarre cette deuxième heure, comme chaque semaine, avec l'un de nos partenaires, Café Babel, dans Euromag, et notre ami Safouane. Bonjour Safouane. Bonjour Tariq. Et notre invité de la semaine est un homme politique français. Son parcours est celui d'un paysan qui milite pour l'agriculture paysanne et l'agroécologie. En 2019, il décide de se présenter aux élections européennes et finit par être élu député européen au sein du groupe des Verts et de l'Alliance Libre. Benoît Biteau est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour à vous, merci de votre invitation. C'est avec plaisir, merci d'être avec nous en direct et Safouane a bien évidemment préparé quelques questions pour vous. Benoît Biteau, bonjour. Bonjour. Alors Tariq a énoncé brièvement votre parcours de vie. On ne devient pas député européen du jour au lendemain. Benoît Biteau, avant de commencer l'interview, est-ce que vous pouvez nous raconter quel a été le déclic pour qu'un paysan agronome décide de faire de la politique à l'échelle européenne ? Alors, il y a plein de déclics, mais c'est d'abord un parcours professionnel, un parcours personnel. Je suis fils de paysan, un petit-fils de paysan, sur une structure qui était allée très loin dans un modèle, en tout cas avec mon père, dans un modèle qu'on pourrait qualifier de productiviste et d'industriel. Avant de devenir paysan, j'ai un parcours dans le secteur public, dans le secteur privé. Dans le secteur privé, dans la coopération agricole où j'étais directeur adjoint d'une très grosse coopérative qui vendait des pesticides, des engrais de synthèse, et donc je connais bien le monde agricole lié à ces structures-là. Dans le monde public, dans les collectivités, j'ai travaillé pour les haras nationaux sur des sujets comme le clonage, qui n'est pas du tout polémique, et j'ai fini ma carrière avant d'être paysan dans le secteur public, où j'étais conservateur du patrimoine et où le patrimoine que je conservais était le patrimoine vivant, que ce soit les espaces ou les espèces remarquables. Et donc, c'est à la lumière de ce parcours-là que j'ai eu envie de passer à l'acte, c'est-à-dire de partir de cette structure familiale qui était très productiviste, très industrielle, pour moi-même faire la démonstration qu'avec une agriculture qui fait référence à l'agroécologie, on peut inverser des tendances lourdes et faire le constat que c'est possible, et surtout ensuite décider de conduire les politiques publiques qui accompagnent les agriculteurs qui veulent s'engager dans ces transitions-là pour les réussir. Et donc, c'est ça, mon engagement politique, c'est-à-dire que fort de mon expérience, fort de mes réussites, j'ai voulu conduire des politiques publiques ou participer à faire émerger des politiques publiques qui participent à cette transition. C'est donc possible, selon vous-même, qu'on fait partie de la politique. Alors, l'Union européenne est actuellement en train de réviser sa politique agricole pour les 7 années à venir. Je rappelle que l'agriculture, c'est le premier budget de l'Union européenne avec plus de 350 milliards d'euros qui y sont consacrés. Alors vous dites que cette nouvelle PAC est incompatible avec les objectifs du Green Deal, le fameux pacte vert adopté par la Commission européenne. Je rappelle rapidement les objectifs à court terme: réduire de 50% les pesticides et convertir au bio 25% de la surface agricole européenne d'ici 2030. Est-ce qu'ils seront atteints, ces objectifs, Benoît Biteau ? Il serait bien de les atteindre. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est déjà une première étape intéressante, même si, à mon idée, ça va pas assez loin, parce que les réductions sont pas assez ambitieuses. Mais ce qui est sûr, c'est que la politique agricole commune qui est actuellement en discussion ne permettra pas d'atteindre ces objectifs-là. Et c'est là où on est dans une forme de schizophrénie des politiques publiques de la part de l'Union européenne. C'est-à-dire que d'un côté, on a la Commission qui a ces objectifs plutôt intéressants via le Green Deal, via la stratégie de la ferme à la fourchette ou la stratégie pour la biodiversité d'ailleurs. Et de l'autre côté, la même Commission qui rédige une copie de la PAC soumise à l'avis du Conseil, soumis à l'avis du Parlement européen, qui ne permettent pas de mettre en place les politiques publiques, les outils de politique publique pour atteindre ces objectifs-là. Et donc, c'est extrêmement décevant. Et les raisons pour lesquelles on ne peut pas atteindre ces objectifs-là, c'est qu'on continue d'utiliser des mécanismes qui ont conduit à des résultats qu'on connaît aujourd'hui et qui ne permettent pas à l'agriculture de s'engager dans l'arrêt de l'effondrement de la biodiversité, dans l'atténuation du changement climatique et donc dans les ambitions qui sont clairement proposées dans ces stratégies du Green Deal. Alors justement, vous parlez des mécanismes, parce que pour répondre aux défis climatiques, cette nouvelle PAC va mettre en place des éco-régimes. C'est un système qui rémunère les bonnes pratiques en matière d'environnement. Et ce qui pose problème pour vous, c'est que l'attribution de ces aides va dépendre en grande partie de la taille des exploitations,
Alors, quelle est l'alternative que vous proposez pour que la répartition des aides soit plus juste envers les petites et les moyennes exploitations ? Le problème des éco-régimes, c'est à la fois ce que vous venez de dire, mais aussi leur potentiel cahier des charges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont pas complètement connus, mais ce qui est sûr, c'est que les cahiers des charges qui sont aujourd'hui pressentis ne sont pas des cahiers des charges suffisamment ambitieux, en tout cas qui accompagnent la transition. C'est-à-dire que finalement, on va continuer de rémunérer des pratiques qu'on connaît déjà sans forcément bousculer beaucoup les choses. Et effectivement, on continue de distribuer les aides publiques par unité de surface ou par nombre d'animaux présents sur les élevages. Et donc, on voit bien que c'est les structures les plus productivistes, les plus étendues, ou les structures qui qu'on fait le choix d'élevage concentrationnaire avec beaucoup d'animaux, qui vont capter la majorité de ces aides. Et donc, du coup, on sait que c'est ces structures-là qui sont les plus polluantes, et c'est celles qui sont les moins compatibles avec la stratégie du Green Deal. Et donc, c'est pourtant celles-ci qui vont mobiliser les grosses enveloppes. Mais est-ce qu'il y a rien de positif dans cette nouvelle PAC ? Parce que quand on regarde le contenu de la PAC, non, il y a rien de positif. Mais il y a rien de positif. Je suis désolé. Par rapport aux aides directes, parce que il y a déjà des aides directes qui sont versées aux exploitants, parce que les nouveaux éco-régimes vont finalement s'additionner à ceux qui existent déjà. On peut aussi dire que les petites exploitations n'auront pas les mêmes règles de contrôle que les grandes. Donc ça, c'est pas un petit pas fait pour les petites et les moyennes exploitations. Pas du tout, puisque on n'a pas de règles de ventilation des aides publiques qui permettent de favoriser les petites structures. Si on avait voulu vraiment favoriser les petites structures de taille familiale on serait sorti de la distribution des aides publiques par unité de surface ou par unité de tête de bétail, et on aurait distribué les aides publiques par unité de manœuvre, par le nombre d'actifs présents sur la structure. Et là, les structures familiales devenaient plus intéressantes. C'est l'exemple d'une structure maraîchère de 10 hectares où il y a une dizaine de salariés, où là, on pourrait distribuer beaucoup d'argent public parce qu'il crée de l'emploi, parce qu'il crée des activités locales, de distribution locale, versus le gros agriculteur qui est tout seul avec son gros tracteur et 500 hectares. Eh bien, aujourd'hui, dans cette PAC-là, y compris dans celle qu'on prépare pour les 7 ans à venir, ce sera le gros agriculteur tout seul avec son gros tracteur au milieu de ses 500 hectares qui touchera les aides, y compris celles de l'éco-régime, pendant que le maraîcher, parce qu'il n'a que 10 hectares, continuera de voir passer le train et ne verra pas des aides publiques arriver sur sa structure. Et pourtant, il peut être en bio, et pourtant, il va créer de l'emploi. Donc, on voit bien qu'on est dans une schizophrénie incroyable de la part de la Commission sur cette politique. On y vient sur le bio, justement, parce que vous êtes un fervent défenseur de l'agroécologie. C'est une approche durable et écologique de l'agriculture. Et vous souhaitez retirer l'argent public qui est consacré aux exploitants qui produisent avec pesticides pour mieux rémunérer ceux qui pratiquent l'agroécologie. Alors, comment vous expliquez qu'à l'heure actuelle, 8% seulement des terres agricoles européennes ont été converties au bio ? On est quand même assez loin des 25% qui ont été prévus pour 2030. Vous avez utilisé 2 mots-clés, agroécologie et rémunération. Et la raison pour laquelle aujourd'hui on n'y arrive pas, on n'arrive pas à avancer, c'est parce que les politiques publiques ne sont pas suffisamment volontaristes. C'est-à-dire que, et ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc c'est un manque de volonté politique. Mais oui, parce que tant qu'on mettra de l'argent public pour perfuser le modèle agricole, qui utilise massivement des pesticides et des engrais de synthèse, qui d'ailleurs, s'il n'y avait pas cet argent public, serait probablement en grave difficulté économique. Et il continue de garder la tête hors de l'eau parce qu'on perfuse avec beaucoup d'argent public. Si on arrêtait de perfuser ce modèle-là, qui est responsable de quand même pas mal de désastres sur la biodiversité, sur le climat, sur la santé, on aurait ce modèle agricole qui disparaîtrait, mais surtout on aurait une enveloppe publique importante pour accompagner les agriculteurs qui font bien. Et là, on les rémunère, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des logiques où l'agriculteur a l'impression d'être assisté avec des subventions, mais sur des logiques où on rémunère des pratiques est-ce que le modèle bio prennent soin du climat, de la biodiversité et de la santé. Justement, est-ce que le modèle bio peut être rentable à l'heure actuelle ? Mais il y a même plus de questions à se poser. Tous les indicateurs économiques qui sortent des centres de gestion font la démonstration que les agriculteurs qui s'en sortent économiquement parlant aujourd'hui sont ceux-là. Et quand j'entends Christiane Lambert, présidente de la Copa Cogeca, nous dire quand on est dans le rouge, on peut pas faire plus vert,
c'est juste hallucinant. C'est-à-dire que ceux qui s'en sortent aujourd'hui, ceux qui sortent du rouge, sont ceux qui font du plus vert et qui s'en sortent définitivement. Donc c'est des alibis fallacieux, c'est des arguments qui sont absolument démentis par tous les éléments objectifs dont on dispose aujourd'hui pour parler du revenu des agriculteurs. Et il faut arrêter de penser que les approches écologiques sont contre les agriculteurs. C'est au contraire celles qui sont les meilleurs alliés de l'agriculture et de l'agriculteur aujourd'hui. J'insiste, si on arrêtait d'envoyer les aides directes sur un modèle qui doit disparaître et qu'on mobilisait cet argent public pour accompagner la transition, vous verriez qu'on serait pas à 8% en bio, mais on pourrait espérer des taux en agriculture biologique qui font référence à l'agroécologie de 100%, pourquoi pas. Alors justement, vous avez cité l'intérêt des agriculteurs. On l'a dit, un des objectifs du Pacte vert est de réduire de 50% l'utilisation des pesticides chimiques d'ici 2030. Clairement, vous n'y croyez pas à cet objectif. Alors comment faire à grande échelle de l'agriculture sans pesticides, tout en garantissant évidemment des coûts acceptables pour les agriculteurs et pour les consommateurs? Ça s'appelle l'agroécologie, c'est un mot-clé que vous avez donné tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que quand on veut faire de l'agroécologie, de la vraie, qui fait la définition qui fait référence à des logiques agronomiques, c'est antinomique. C'est-à-dire qu'on peut pas utiliser des pesticides et des engrais de synthèse et faire de l'agroécologie. À partir du moment où on met ces molécules de synthèse dans le principe de production, on ne peut plus faire de l'agroécologie parce que ce sont des obstacles à l'agroécologie. Mais est-ce que tous les agriculteurs peuvent faire de l'agriculture sans pesticides? C'est aussi ça la question. Bien sûr qu'on peut faire. C'est ce que je fais moi depuis 10 ans. J'ai publié un livre qui s'appelle Paysans résistants. Vous avez la fiche juste derrière vous, oui, qui a été publié chez Fayard en 2018. Et la démonstration que je fais sur 10 ans, c'est que non seulement on produit autant, mais on peut produire parfois plus. Parce que on s'appuie sur d'autres logiques de construction du modèle de production, qui fait référence à des solutions basées sur la nature, qui fait référence à des écosystèmes agricoles particulièrement performants et qui font la démonstration que non seulement on produit autant, donc il n'y a pas de menace sur la souveraineté alimentaire de l'Europe avec l'agroécologie, mais surtout on fait baisser les coûts de production de façon redoutable pour le producteur. Et quand on fait baisser les coûts de production et qu'on maintient le chiffre d'affaires, eh bien le revenu disponible pour l'agriculteur augmente. Et sur l'angle du consommateur, parce que vous avez évoqué ce sujet-là, aujourd'hui les produits pas chers sont des produits qui sont horriblement chers parce que on a individualisé les profits de ceux qui produisent ces produits pas chers et on a collectivisé la réparation, le coût de la réparation de ces dégâts-là. Et en termes d'argent public, de politique publique, réparer tous ces dégâts supportés par la fiscalité des contribuables, ça font que ces produits sont horriblement chers. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la rémunération, c'est-à-dire que si on attrapait aujourd'hui toutes ces politiques curatives qui sont énormément coûteuses et qui concentrent des volumes d'argent public pharaoniques, non plus sur ces solutions curatives, mais sur l'accompagnement des producteurs qui font référence à l'agroécologie, eh bien, on a les moyens de rémunérer ces paysans de façon décente et on rend accessibles ces produits de grande qualité pour notre assiette, mais aussi pour le climat et pour la biodiversité, au plus grand nombre, c'est-à-dire à tous. Alors on passe à un tout autre sujet. Hier, le Parlement européen a voté la levée de l'immunité de l'ex-président de la Catalogne, Carlos Puigdemont, qui, je le rappelle, vit en exil en Belgique. Il est entre autres accusé par l'État espagnol de crimes de sédition depuis sa tentative indépendantiste de 2017. Benoît Biteau, les 3 principaux groupes politiques du Parlement européen ont voté pour la levée de son immunité, mais vous et le groupe des Verts, vous avez voté contre. Alors pourquoi Bruxelles doit continuer de protéger M. Puigdemont, Benoît Biteau ? C'est la démocratie européenne qui est concernée par cette levée d'immunité parlementaire. On lève l'immunité parlementaire pour un crime qui n'existe même pas dans la loi. Le crime de sédition n'existe pas. On reproche à ces 3 parlementaires, parce qu'il n'y a pas que Carles Puigdemont, mais il y a aussi 2 autres collègues catalans qui se siègent à nos côtés au Parlement européen, qui sont concernés par cette levée d'immunité parlementaire. Mais c'est la démocratie qui est en danger, c'est-à-dire que est-ce que les autres groupes parlementaires ne sont pas démocrates dans ce cas-là? Moi, je m'interroge et je nourris cette inquiétude. On sait très bien que les Espagnols ont fait une pression terrible pour voter l'immunité parlementaire de ces 3 élus catalans. Je vous rappelle quand même que ce qu'on leur reproche en Espagne, c'est d'avoir organisé un référendum.
l'Organisation des Nations Unies reconnaît le droit d'autodétermination des peuples. Oui. Et pour permettre l'autodétermination des peuples, il faut organiser des référendums. Et donc là, on a des gens qui utilisent un outil démocratique qui s'appelle un référendum, et on va les flanquer en prison parce que ils ont organisé un référendum sur une problématique d'autodétermination des peuples qui est reconnue par l'Organisation mondiale, l'Organisation des Nations Unies. Enfin, c'est quand même très très inquiétant démocratiquement parlant, et la pression espagnole pour lever l'immunité parlementaire de ces Catalans sur le Parlement européen est assez insupportable. Alors une dernière question, Benoît Biteau, justement, quel est le message que renvoie l'Europe selon vous au monde avec ce vote du Parlement qui a justement voté pour la levée de l'immunité parlementaire? C'est une image inquiétante. Après, moi, je suis pas devin et je suis pas capable de dire quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision. Mais on a une Union européenne qui s'acharne à dénoncer ce qui se passe en Hongrie, qui s'acharne à dénoncer ce qui se passe en Pologne, et qui, quand c'est l'Espagne, ça pose plus de problème. Enfin, je rappelle que ce qu'on reproche à ces trois élus, et Oriol Junqueras, et je salue mon ami Oriol Junqueras, qui est toujours en prison aujourd'hui pour une condamnation de 13 ans, ce qu'on leur reproche, c'est l'organisation d'un référendum. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Oriol Junqueras, je fais une dernière parenthèse avec Oriol Junqueras, la Cour de justice européenne a validé son élection, et donc quelque part, à partir du moment où son élection est validée, il est protégé par l'immunité parlementaire. Donc vous dénoncez, l'Espagne continue de le détenir en prison. Donc vous dénoncez un 2 poids 2 mesures, si je comprends bien. Je dénonce une attitude du gouvernement espagnol, de la Cour suprême espagnole, qui n'est pas alignée avec les ambitions démocratiques de l'Union européenne. J'insiste, on est très critique sur la Pologne ou sur la Hongrie, mais sur ce coup-là, l'Espagne n'est pas clean. Voilà, je pense que le message est bien passé. Benoît Biteau, je rappelle que vous êtes député européen au sein du groupe des Verts et de l'Alliance Libre. Merci d'avoir été avec nous en direct. Ça a été un plaisir, merci à vous. Merci beaucoup, une bonne journée à vous. Et on se retrouve dans quelques instants pour la revue de presse européenne.